Bonjour, donc je vais vous parler du bilan de masse des calottes de glace et l'impact sur le niveau des mers. Alors, tout d'abord, quelle a été l'évolution récente du niveau des mers? Depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, il y a des satellites qui arrivent à mesurer l'altitude de la surface de la mer d'une façon très précise, ce qui fait que sur cette période-là, on a effectivement un signal qui est d'une part très clair, on voit que le niveau de la mer monte, et sans bruit, avec des événements. Alors il y a une petite variation annuelle, et de temps en temps des vagues. Et on sait que le niveau de la mer monte. Depuis 92, ça fait à peu près 6 cm de montée du niveau des mers. Alors on peut se dire, non mais ça a toujours fait ça depuis la dernière déglaciation. Alors en fait, on a des enregistrements depuis l'année 1700 qui sont marqués ici. Alors il n'y avait pas de satellite, à notre grand désarroi, mais on pouvait quand même avoir une idée du niveau des mers avec des marégraphes sur les côtes. Comme les variations du niveau des mers ne sont pas réparties d'une façon uniforme sur l'océan, c'est pas facile, du coup ça fait beaucoup de bruit, mais on voit quand même que les variations du niveau des mers ont été relativement homogènes, relativement plates pendant plusieurs siècles, et que brusquement ça s'est mis à monter. Alors la courbe la moyenne, qui est la courbe en violet, semble monter vers la fin du 19e siècle, c'est-à-dire à la fin du petit âge de glace. Et ça, on sait dans les Alpes que, par exemple, les glaciers ont beaucoup diminué à cette époque-là. Et ça continue, et on voit sur la fin les informations par les marégraphes et les informations, les différentes couleurs, ces différents traitements de l'altimétrie. Ça correspond bien, en fait, la courbe bleue, c'est la courbe bleue qui est là, c'est celle qui est de l'autre côté. Si on zoome sur les dernières années, alors à quoi est due cette variation du niveau des mers? Si on zoome sur les dernières années, on peut décomposer les termes de variation du niveau des mers parce qu'il y a des satellites qui non seulement mesurent l'altitude de la surface, mais pèsent la mer, font la masse de la mer. Et ces satellites, c'est essentiellement le satellite qui s'appelle GRACE, et c'est la courbe en vert que vous voyez. Vous voyez, non, oui, c'est la courbe en rouge que vous voyez, et c'est la courbe qui correspond à l'expansion thermique de l'océan. À cause du changement climatique, l'océan a absorbé plus de chaleur, et cette chaleur fait que, on sait bien que l'eau chaude prend plus de place que l'eau froide, donc pour une même masse, l'océan s'est dilaté et a varié de cette façon-là. Et là aussi, c'est quelque chose qui dépend des lieux, c'est-à-dire que c'est vraiment, si à un endroit donné, l'océan est plus chaud, bah, le niveau des mers va monter plus que si à un autre endroit, l'océan est plus froid. Et puis, il y a un autre terme qui est obtenu, qui est là le changement de masse, c'est-à-dire la quantité totale d'eau dans l'océan, et c'est la courbe en vert. Et on voit que ces deux termes étaient à peu près pareils en 2005, et puis peu à peu, le terme de changement de masse commence à l'emporter. Et ce terme, on pense qu'il vient de la fonte de glace, parce que en fait, le réservoir total d'eau sur Terre est constant. Il y a peut-être quelques molécules qui s'échappent dans la haute atmosphère, mais c'est tout. Et comme ce réservoir est constant, on sait bien que tout ce qui est sur les calottes glaciaires ou les glaciers va passer dans l'océan. Alors, où est la glace sur Terre? Cette carte que Gaël a utilisée aussi, qui a été compilée par Jérémy Mougineau, qui est dans notre laboratoire, pour pouvoir mettre en valeur toute la diversité des équipes du laboratoire. Sur cette carte-là, on voit déjà les deux grandes calottes glaciaires, donc l'Antarctique et le Groenland. Cette projection-là déforme très peu les surfaces sur les continents, donc ça donne une vraie idée de la relation entre les deux calottes glaciaires. On voit que le Groenland est tout petit à côté de l'Antarctique. On voit aussi, ici, toutes les taches blanches, c'est des glaciers, c'est les glaciers de l'Alaska. On voit quelques glaciers en Patagonie, et on voit les glaciers dans l'Himalaya ici.
Et puis les glaciers dans l'Arctique, les petites calottes dans l'Arctique, la Nouvelle-Zambie, le Svalbard, des choses comme ça. Autour de l'Antarctique, tout ce que vous voyez en pâle comme ça, c'est la glace de mer, c'est-à-dire la mer qui gèle. La mer qui gèle n'a aucune action sur le niveau des mers. C'est comme un glaçon dans un verre d'eau ou de martini, comme vous voulez. Et cette glace de mer n'a pas d'action directe sur le niveau des mers. Elle peut avoir une action indirecte dans le système climatique. Ça, c'était donc au mois d'août. Au mois de février, on voit apparaître une autre composante de la cryosphère, qui est la neige, qui effectivement s'étend sur une très grande étendue sur l'hémisphère nord. Et comme les continents sont plutôt dans l'hémisphère nord, c'est ça qui explique un petit peu les petites variations annuelles du niveau des mers. Mais là aussi, on va pas en tenir compte dans ce que je vais vous raconter, parce que c'est une variation, ça revient à peu près d'une année sur l'autre. Les masses, là vous avez vu les surfaces, mais les masses correspondantes sont à peu près représentées ici. Alors l'Antarctique, l'équivalent niveau des mers de l'Antarctique, c'est 73 mètres. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas près de fondre. Il y a eu des moments où la Terre n'avait pas de glace, mais c'est quand même pas près de fondre tout de suite. Mais il y a quand même au moins une dizaine de mètres qui est mobilisable à l'échelle de quelques milliers d'années. Le Groenland, l'équivalent, c'est 6-7 mètres. Et là aussi, il faudrait quand même des milliers d'années, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, les petits glaciers non polaires, ça fait 60 cm. Eux, vous verrez demain, à mon avis, ils sont mal partis. Et puis, les glaciers d'Alaska, à eux tout seuls, font déjà 12 cm. Ils ont peut-être ils sont subpolaires, ils ont peut-être un risque un peu plus limité, mais ils sont aussi en danger. Pour savoir à quelle vitesse pourrait fondre une calotte de glace, en fait, une des façons de faire dans beaucoup de domaines climatique, c'est de regarder dans le passé. Alors, on a un très bel exemple, c'est la dernière déglaciation. Ici, vous avez un enregistrement en fonction du temps. Donc, il y a 25 000 ans, la Terre était couverte de glace. Et vous voyez ici les calottes telles qu'elles étaient, c'est-à-dire une énorme calotte sur l'Amérique du Nord et une calotte assez significative sur l'Europe du Nord, plus le Groenland. L'Antarctique était un peu plus grosse, mais sans plus. Disons un équivalent de 10-15 mètres de niveau des mers. Le niveau des mers était grossièrement 120 mètres en dessous du niveau des mers actuel. Ça veut dire que des tas de terres étaient émergées à cause de ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que les Indiens sont passés en Amérique par le détroit de Bering, qui à l'époque passait à pied sec. Et on voit qu'en l'espace de 10 000 ans, le niveau des mers est passé de moins 120 mètres à peu près l'état actuel. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ici, à ce moment-là, il se passe un événement, on voit un saut vers le haut. À ce moment-là, on a perdu le niveau des mers est monté d'une quinzaine de mètres en quelques centaines d'années. Alors, c'est des enregistrements dans des coraux, tout ça, donc il y a une marge d'erreur sur le timing exact, mais ça fait quand même énorme. 15 mètres en quelques siècles, c'est monstrueux. Mais il faut se dire que quand même, le réservoir était beaucoup plus grand. Donc on ne peut pas forcément généraliser ce qui s'est passé pendant la dernière déglaciation vers le futur. On peut quand même utiliser ces choses-là pour voir si les modèles qu'on utilise pour le futur sont capables de reproduire ce genre de choses. Donc une autre façon de faire, c'est de regarder d'autres périodes chaudes. Donc ça, c'est des périodes chaudes du passé. Ici en bas, vous avez l'enregistrement qui est tiré des carottes de glace. Donc le présent est à gauche, le passé est à droite. Et chaque colonne représente une époque donnée de la Terre pendant lesquelles on a des évidences que le niveau des mers était plus haut. Cette période-là, c'est le dernier interglaciaire. On voit qu'il est ici dans l'enregistrement glaciaire. Il a eu lieu il y a 125 000 ans. Dans l'hémisphère nord, on l'appelle l'Éémien. Le niveau des mers était de 6 à 9 mètres au-dessus de l'actuel. Et il faisait à peine plus chaud.
Donc en fait, ça donne déjà une idée. Mais ça a mis quand même des milliers d'années avant d'arriver à ça. Donc en fait, ça donne une idée de jusqu'à quel point ça peut monter. Les petits dessins avec Groenland et Antarctique en dessous, c'est la représentation de quelle calotte avait contribué à cette montée du niveau des mers. Alors attention, ce n'est pas cet endroit de la calotte qui avait fondu, c'est la proportion de la calotte qui avait fondu. Et on voit que tout le Groenland, ça ne vient pas uniquement du Groenland. Alors comment on sait ça? C'est qu'en fait, dans le nord du Groenland, il y a un forage qui est vers 2500 mètres d'altitude. Et dans ce forage, on a retrouvé de la glace de cette époque-là. Si on a retrouvé de la glace de cette époque-là, ça veut dire qu'il restait un bout de calotte. Et en fait, en utilisant les modélisations, on arrive à démontrer que la perte du Groenland a été de l'ordre de 2 mètres d'équivalent du niveau des mers. Donc il faut trouver les 4 autres mètres en Antarctique. Et ça, c'est assez compliqué parce que la partie relativement mobilisable de l'Antarctique, ça fait que 3-4 mètres de niveau des mers. Donc on est déjà à se dire, il y a des choses un peu plus fortes que ce qu'on attendait du côté de l'Antarctique. L'autre période, qui est encore où on a encore l'information dans les carottes de glace, c'est le stage qui s'appelle MIS 11, et qui est un interglaciaire qui a duré particulièrement longtemps. Vous voyez, c'est celui-là qui est très long là. Ici. Bon, je vais faire avec ça parce que c'est celui-là qui est très long. Et l'enregistrement, à cette époque-là, le niveau des mers était 6 à 13 mètres au-dessus de l'actuel. Alors, 6 à 13 mètres, mais je dois dire que ça, alors, il y a 2 écoles, et il y en a qui disent jusqu'à 20 mètres de plus que l'actuel. Donc en fait, c'est vraiment une période où il peut y avoir eu vraiment des très hauts niveaux des mers. À cette époque-là, on n'a pas de glace au Groenland, enfin, on n'a pas de glace au Groenland, on n'a pas d'enregistrement au Groenland, donc on ne sait pas si tout le Groenland était parti ou une partie seulement. Donc c'est assez facile de dire qu'il y a une bonne partie du Groenland qui est partie, puis un bout de l'Antarctique aussi. Et ça donne quand même une idée de jusqu'à quel point on peut monter. Et puis enfin, une époque où on n'a pas d'enregistrement glaciaire, parce que c'est plus vieux que le plus vieil enregistrement glaciaire qu'on ait, qui est celui-là. À cette époque-là, qui s'appelle le Mid-Pliocène, il y a eu une époque où le niveau des mers était vraiment haut et où on pense que l'Antarctique avait vraiment disparu. Enfin, il y avait une grande partie qui était partie à la mer. Mais vous voyez l'incertitude. L'incertitude est grande. C'est encore l'objet de plein de débats parce que c'est justement une des façons de tester les modèles pour voir est-ce qu'ils sont capables de faire ça ou pas. Et je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard. Aux mêmes périodes, on a une indication sur comment étaient les gaz à effet de serre. Alors actuellement, les gaz à effet de serre sont là. Au pré-industriel, qui est le bout de cette courbe. Donc là, c'est la température et là, c'est le CO2. La valeur était comme ça. On a aussi la valeur du CO2 pour l'éhémien et le MIS 11, puisque c'est dans les carottes de glace. Et dans les carottes de glace, on a effectivement... L'atmosphère a été piégée et on peut la mesurer la concentration. Pour le Mid-Pliocène, par contre, on est obligé de tenir parti d'autres indications géologiques pour avoir la valeur en CO2. Donc ça explique pourquoi il y a une barre d'incertitude. Mais on voit quand même qu'à cette époque-là, le CO2, c'est la première époque où le CO2 est assez élevé quand on remonte dans le passé. Si on regarde cette courbe-là sur les 800 000 ans, en fait, la valeur actuelle, elle est par là. De ce côté-là, il faudrait remonter jusqu'à celui-là avant de retrouver une valeur à peu près équivalente. C'est pour ça que c'est une période très intéressante parce qu'on cherche toujours des analogues à ce qui se passe actuellement. Alors, bilan de masse, c'est dans le titre de l'exposé, mais bilan de masse, c'est un peu du jargon. Mais c'est simplement la même histoire que les problèmes de baignoire et de robinet qu'on avait il y a très longtemps dans les écoles. C'est tout ce qui rentre par le robinet et qui n'est pas évacué va se transformer en changement de niveau d'eau dans la baignoire. À les calottes, c'est pareil. Ce qui rentre, c'est les chutes de neige. S'il ne neige pas, il n'y a pas de calotte glaciaire.
ce qui part, alors, ça part de plusieurs façons. La glace s'écoule depuis le centre jusque vers la côte. Si, arrivé à la côte, il fait toujours très froid et que ça ne peut pas fondre en surface, à ce moment-là, la glace va se mettre à flotter sur la mer et va partir sous forme d'iceberg. Et puis, ça va un petit peu fondre en dessous. Donc ça, c'est ça qui va être la perte. Si, sur le bord, c'est suffisamment chaud pour avoir de la fonte en surface, à ce moment-là, c'est un autre terme de perte. Et en fait, la gauche, c'est un peu l'Antarctique, et la droite, c'est un peu le Groenland. Il y a quelques glaciers qui vont dans la mer au Groenland, et il y a quelques cailloux qui sortent en Antarctique, mais c'est vraiment à gauche l'Antarctique et à droite le Groenland. Ça, c'est une illustration du fait que la glace s'écoule. Depuis le centre, alors ça, c'est des vitesses extrêmement lentes, proches de zéro. Au centre de l'Antarctique, on a des mesures du genre 2 cm par an. Et sur la côte, par contre, ça peut monter à plusieurs kilomètres par an. Donc en fait, et j'attire votre attention sur 3 glaciers très importants pour le bilan de masse des calottes glaciaires. Celui-là au Groenland qui s'appelle le Jakobshavn et qui va très vite. Et puis 2 glaciers de ce côté-là de l'Antarctique qui s'appellent, c'est la zone de la mer d'Amundsen. Celui-là s'appelle Pine Island Glacier et on le surnomme Pig. Et celui-là s'appelle Thwaites Glacier. Et c'est sans doute la plus grande menace qui nous attend. Alors comment on observe les variations actuelles de l'Antarctique? On a 3 méthodes indépendantes. Une méthode, c'est l'altimétrie satellitaire. Donc l'altimétrie, c'est un radar qui envoie une onde radar à la surface. L'onde radar est réfléchie, mesure le temps que ça a mis pour faire le trajet et il en déduit l'altitude. Et puis on a une méthode entrée-sortie. Je vous ai montré les vitesses, on a donc les vitesses, et puis on peut avoir une idée de la quantité de neige qui tombe et la quantité de neige qui fond sur les bords par des modèles atmosphériques. Et on fait le bilan entre les deux, c'est l'histoire de la baignoire, on regarde ce qui rentre, ce qui sort, et on en déduit quelle est la variation d'épaisseur. Et puis il y a la gravimétrie. Alors c'est aussi par satellite, mais là vous voyez, il faut 2 satellites. En fait, les 2 satellites mesurent le champ de gravité de la Terre, parce qu'ils sont sans arrêt en train de faire ça suivant le champ de gravité. Et c'est cette mesure qui va donner la masse de la Terre. Alors la masse de la Terre, malheureusement pour les glaciologues, ça fait la masse jusqu'au centre de la Terre. Donc s'il se passe quelque chose dans le manteau, on va le voir aussi, et quelquefois ça pose un petit peu des problèmes pour interpréter les résultats. Pas pour les variations au cours des 10 dernières années, mais quelquefois ça pose un peu des problèmes. Donc, sur cette animation qui vient de la NASA, vous voyez l'évolution du Groenland au cours du temps. Donc c'est la perte de masse du Groenland. C'est des mesures avec GRACE, avec la gravimétrie. Les petites flèches, ça montre l'écoulement. Et vous voyez que le Groenland, depuis 10 ans, 15 ans, perd de la masse sans cesse. La perte est répartie tout autour du Groenland, ainsi que vous avez pu le voir. Et ça donne déjà une indication de pourquoi ça perd de la masse. L'Antarctique. Ah. L'Antarctique, exactement la même chose. Et là, le dessin est un petit peu différent. Vous voyez que l'Antarctique ne perd pas vraiment de masse sur toute la côte. Elle perd de la masse ici, dans la mer d'Amundsen. Et il y a ces 2 endroits aussi où elle perd. Mais il y a des endroits où elle gagne un petit peu. Ici, là-haut. Donc on voit que la caractéristique des pertes de masse est assez différente. Mais la perte est énorme du côté de la mer d'Amundsen. Et l'altimétrie donne exactement le même... où est-ce que j'ai mis le même pattern, enfin, le même dessin, sauf que l'altimétrie a une meilleure résolution, donc on voit mieux glacier par glacier ce qui se passe. Alors que se passe-t-il? Les 2 calottes perdent de la masse. En plus, les processus s'accélèrent.
Mais ce n'est pas les mêmes pour le Groenland et pour l'Antarctique. Alors on a des raisons de glaciologues de penser que ce n'est pas les mêmes processus, mais rien que la façon dont se répartit la perte de masse est aussi une indication. Alors sur la période 2006-2015, le Groenland a perdu à peu près l'équivalent de 0,77 mm par an. Et c'est 2 fois plus que pendant la période 97-2006. Au même moment, l'Antarctique a perdu 0,43 et c'est 3 fois plus que pendant la période 97-2006. Donc en fait, c'est vraiment un processus qui a l'air de s'accélérer. Les glaciers, eux, ont perdu 0,61. Et donc vous voyez, les trois composantes ne sont pas équivalentes à l'heure actuelle. Le réservoir est complètement différent puisque l'Antarctique contient beaucoup plus de glace. Mais pour l'instant, les glaciers sont dans les gros contributeurs aussi. Au Groenland, on peut voir par satellite, en observant le Groenland, on voit les jours où il y a de la fonte ou pas, par la radiométrie. Et ici, c'est la suite des années de variation du nombre de jours où il y a de la fonte en surface. Et on voit que il y a une grosse variation d'une année sur l'autre, mais ça, c'est ce qu'on connaît ici. On sait bien qu'il y a des étés plus pourris que d'autres ou des étés plus chauds, et ça apparaît vraiment bien sur le Groenland. Et puis, il y a des années exceptionnelles. Alors, là, vraiment exceptionnelle, c'est 2012. Le 8 juillet 2012, le Groenland, les jours, enfin, la zone de fonte était comme ça. Le 12 juillet, la fonte avait atteint le sommet du Groenland. Et ça n'avait jamais été observé. Et en fait, pour la petite histoire, le jour où c'est arrivé, le forage de NEM, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans le nord-est du Groenland, est là. Ce jour-là, on a reçu une photo avec un arc-en-ciel. Ça veut dire vraiment qu'il faut qu'il y ait des gouttes d'eau dans l'atmosphère, un arc-en-ciel et le dôme très caractéristique dans lequel était la station. Et c'est vraiment je n'ai pas réussi à le retrouver. Et c'est vraiment un signe qu'on n'avait jamais vu. Mais jusqu'au sommet, qui est quand même à plus de 3000 mètres d'altitude, c'est vraiment impressionnant. Sur le dessin en haut à droite, sur la figure en haut à droite, vous voyez les différentes années. Alors, cette courbe-là, c'est les jours cumulés. Donc en fait, c'est chaque endroit, chaque pixel, quand il est en fusion, c'est le nombre de pixels multiplié par le nombre de fois où il a été en fusion dans l'année. Et on voit que vraiment l'année 2012, c'est la rose là, elle est partie très très fort. L'année 2016, c'est celle-là, était assez forte aussi. Et puis cette année, alors on sait bien qu'on a eu très chaud cet été, on sait aussi qu'ils ont eu très chaud au Groenland. Et c'est la courbe bleue, et comme c'est une figure que j'ai récupérée il y a quelques jours, en fait elle est encore arrêtée à la fin juillet. Mais c'est aussi l'époque où il y a eu cette photo sur un peu partout de chiens courant dans l'eau. En fait ça se passe sur la glace de mer, c'est-à-dire c'est pas sur la calotte, c'est sur la partie encore gelée ici. Mais ça montre quand même un été particulièrement chaud. Et moi, sur le coup, j'avais l'impression que la saison avait commencé très tôt cette année, mais en fait non, parce qu'en 2016, ça avait commencé encore plus tôt. Mais quand la saison commence tôt à fondre, le problème, c'est que ça change la surface de la neige, ça fait fondre la neige, on arrive sur la glace, et comme la glace a un albédo, c'est-à-dire qu'elle absorbe mieux le rayonnement solaire, ça intensifie l'effet du réchauffement. Il y a une autre source de perte pour le Groenland. Cette source de perte, c'est quelques glaciers, pas mal de glaciers, surtout ceux qui se jettent dans la mer, qui ont accéléré. Alors ce glacier-là, c'est le Jakobshavn. Et là, vous avez le front du glacier. Alors ça, c'est 1851. Et ça, c'est l'époque actuelle. Mais quand il était par là, il est resté très longtemps par là,
Quand il était par là, il allait à 8 km par an. Et c'était le début de ma carrière, et j'étais allée à un congrès, à une réunion où on essayait de comprendre comment un glacier pouvait aller aussi vite, d'une façon soutenue. Et à l'époque, si on nous avait dit qu'un jour il irait à 14 km par an, je pense qu'aucun glaciologue n'y aurait cru. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en reculant comme ça, le glacier arrête de frotter sur les bords du fjord. Et comme il frotte plus sur les bords du fjord, il va plus vite, simplement, on lui a retiré son frein. Donc, pour le Groenland, la fonte en surface a augmenté. Alors, la surface du Groenland, quand on survole, en fait, c'est plein de petits lacs turquoises, c'est magnifique. C'est plein de petits lacs turquoises avec des rivières qui vont d'un lac à l'autre et éventuellement descendent dans des moulins, comme sur la mer de glace, descendent dans des moulins. Et on soupçonne qu'en plus, cette eau peut lubrifier ce qui se passe au socle et un peu accélérer les vitesses. Donc la fonte a augmenté en extension et en durée. Et ça représente 60% de la perte de masse. Les glaciers des côtes nord-ouest, est et nord ont accéléré. Et ça représente 40% de la perte de masse. Donc on pense comprendre assez bien pourquoi le Groenland perd de la masse. Et les modèles arrivent grosso modo à bien représenter ce genre de choses. L'Antarctique maintenant. Alors, vous voyez l'espèce de queue de l'Antarctique comme ça, c'est la péninsule. Et sur sa face est, et je me plante encore, ouais, est, il y a des ice shelves, c'est-à-dire des parties flottantes. Et ces parties flottantes, depuis quelques années, se détruisent. Donc ici, ces ice shelves s'appellent Larsen. Donc il y avait Larsen A, B et C. Donc là, voilà. Là, le A est en train de casser, et puis un peu d'une partie du B, et puis une autre partie du B, et puis tout en dessous, c'est le C, et le C est en train de casser aussi. Quand vous entendez qu'un iceberg plus grand que je ne sais plus quel département français est parti à la mer, en fait, c'est un iceberg de cet ice shelf. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en même temps que les ice shelves se sont détruits, on a remarqué que les glaciers en amont accéléraient. Ben, pareil, c'est l'histoire dont on leur a retiré le frein et ils accélèrent. Alors, en termes de niveau des mers, ça ne fait pas trop peur. Déjà, un ice shelf, il flotte sur la mer, donc c'est comme la glace de mer. Une fois qu'il flotte, il ne contribue plus au niveau des mers. Qu'il soit accroché à la calotte ou sous forme d'iceberg, c'est la même chose. Et ça ne contribue pas au niveau des mers. Par contre, les glaciers qui accélèrent, ça contribue au niveau des mers. Mais comme là, c'est toute une zone de montagne, il n'y a pas énormément de glace sur la péninsule antarctique. Donc en fait, on n'a pas trop peur. Et puis on sait bien que le socle sous ces glaciers remonte assez rapidement. Donc on se dit que ça ne va pas poser trop de problèmes. Par contre, dans cette zone-là, on sait que c'est une vraie question. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les observations pour voir si des ice shelves se sont cassés récemment ou il y a un peu plus longtemps. Mais ce qu'on voit, c'est que tous les glaciers de cette région-là, donc alors, Pine Island Glacier qui est là, Thwaites Glacier qui est là, puis là, il y en a des petits, Pope, Smith, et ces glaciers ont accéléré. En même temps, la surface s'est effondrée. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez sur l'animation qui montrait les changements de masse de l'Antarctique. Et là, on a un peu peur de savoir ce qui se passe. Hop. Voilà. Ici, vous avez une image de Pine Island Glacier. Alors, il est tourné, c'est-à-dire que maintenant, au lieu d'être, il était vertical, il allait du haut en bas. Là, il va de là à là. Et vous voyez ce qui se passe. Et on comprend bien qu'un glacier comme ça, il doit commencer à flotter par là. On comprend bien qu'un glacier comme ça frotte sur les bords. Et que si on retire ce frottement, il va accélérer. Alors ce qui se passe, c'est qu'avant, l'ice shelf allait sans doute plus loin. Et du coup, il se met à accélérer. Mais on a moins d'observations.
Il y a un processus qui est intéressant aussi, c'est vous voyez de temps en temps, il y a un gros iceberg qui part. Alors ça, c'est un fonctionnement normal. Les icebergs, ils ne partent pas par tout petits morceaux tout le temps, donc ce n'est pas un truc continu, c'est de temps en temps, hop, il y a un gros morceau qui s'en va. En fait, c'est très clair que quand il arrive ici, il va avoir tendance à faire une crevasse et à partir. Parce que ici, la baie s'écarte brusquement, donc en fait, il a moins de contraintes. Mais c'est le typique d'un glacier antarctique. La séparation entre posé et flottant, ça s'appelle la ligne d'échouage, et grounding line en anglais, et c'est vraiment la clé de ce qui se passe en Antarctique. Parce que il y a un processus mécanique qu'on appelle l'instabilité des calottes marines. Calotte marine, ça veut dire le socle est sous le niveau de la mer. Sur cette carte de l'Antarctique, du socle de l'Antarctique, tout ce qui est en bleu, c'est en dessous du niveau de la mer. En bleu et en vert, je crois. Donc vous voyez que c'est quand même une grande partie. Alors, ce côté-là, séparé un peu par ça, c'est l'Antarctique de l'Ouest. Et là, c'est vraiment sous le niveau de la mer. Du côté Antarctique de l'Est, on a cru pendant longtemps que c'était complètement au-dessus du niveau de la mer. Mais c'était simplement parce qu'on n'avait pas de mesure. Maintenant, on commence à avoir plus de mesures et on voit qu'il y a quand même des grands trucs ici. Et là, il y a 3000 mètres d'épaisseur de glace. Et puis ici, et puis là, il y a une embouchure qui... Et puis là-bas. Et quand c'est tout plat comme ça veut dire qu'il n'y a pas de mesure. Il y a encore 2 zones pas mesurées là. Et on soupçonne qu'il y a une instabilité. Alors, ça fait très longtemps qu'on en parle. En 1978, Mercer avait écrit un article « Antarctique de l'Ouest et gaz à effet de serre, une menace de désastre ». Alors, quand les climatologues disent « ça fait 40 ans qu'on dit qu'il y a quelque chose qui va se passer », eh ben, en fait, voilà, c'est un des exemples de « ça fait effectivement 40 ans qu'on dit qu'il va se passer quelque chose ». C'est très lié à la topographie du socle. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un effet d'arc-boutant. C'est les freins qu'exercent les côtés des baies sur les glaciers. Alors ça, c'est un glacier du Groenland, mais on voit vraiment bien le glacier qui, ici, est freiné sur les côtés. Et ça, c'est des icebergs. Hein. C'est juste, comment ça s'appelle? Sikou-Sisak. C'est des icebergs qui sont cassés, qui sont tous serrés les uns à côté des autres. Mais c'est déjà plus accroché. Donc en fait, ça exerce un effet d'arc-boutant, comme sur Notre-Dame. Mais si on enlève la partie flottante, forcément, le glacier va accélérer. Ce qui se passe, c'est que cette partie flottante, ben, par définition, elle est soumise à l'océan, et que même en Antarctique, où la surface est en général suffisamment froide pour ne pas avoir une fonte estivale trop importante. Par contre, l'océan, lui, il peut grignoter facilement la partie flottante qui s'appelle un ice shelf. Et pourquoi ça peut s'emballer? Alors ça, c'est un schéma de ce qui se passe dans le cas de cette instabilité. Cette instabilité s'appelle MISI, Marine Ice Sheet Instability. Alors ce qui se passe, c'est que mettons la calotte arrive ici. Et puis, pour une raison quelconque, elle recule un peu parce que son ice shelf s'est fait grignoter. Elle va reculer, mettons jusqu'ici. Mais il y a, en calculant ce qui se passe à la ligne d'échouage, le flux de glace qui passe à la ligne d'échouage dépend de l'épaisseur. Et dépend de l'épaisseur, pas juste comme ça, mais à la puissance 7 à peu près. Ça veut dire que la moindre augmentation d'épaisseur va vouloir dire un beaucoup plus grand flux. Si on a un beaucoup plus grand flux, ça va aller plus vite, donc ça va amincir la calotte. Si ça amincit la calotte, elle va reculer encore pour pouvoir, parce que son point de flottaison va bouger. Et en fait, tant que la pente est ce qu'on appelle rétrograde, la calotte risque de reculer. En fait, toute cette zone-là est instable. Et instable dans les deux sens d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle est instable en avancée et en recul. Mais pour l'instant, on craint surtout le recul.
Est-ce qu'on observe ça? Alors, ici, c'est des observations sur la position de la ligne d'échouage, là aussi par satellite. En fait, on voit très bien la ligne d'échouage parce que ça fait des franges d'interférence quand on mesure les vitesses, ça fait des franges d'interférence juste à cause de la marée. Ici, c'est l'océan, ici, c'est la calotte glaciaire, et la ligne d'échouage était par ici, en 92, et a reculé. Alors, a reculé, par exemple, dans cette région-là, à 600 mètres par an, ce qui est déjà pas mal, puis, en arrivant là, a reculé à 1,2 km par an. Donc en fait, c'est comme si on voyait quelque chose qui s'emballait, ce qui n'est pas très rassurant parce que c'est effectivement ce qu'on attend de l'instabilité. Pour l'instant, les modélisations, tous les modélisateurs qui s'y sont essayés, on ne fait pas juste une réalisation d'un modèle, on en fait plusieurs et il y a toujours eu certaines de leurs réalisations qui partaient et qui partaient dans l'instabilité, même avec le climat actuel. Donc on ne peut même pas assurer qu'on n'est pas déjà dans l'instabilité. C'est tellement le gros danger qu'on soupçonne. Alors le gros danger, c'est parce que la pente, elle est rétrograde jusqu'ici. Donc en fait, ce glacier, il a quasiment la propriété de vider 2/3 de l'Antarctique de l'Ouest. C'est quand même pas mal, c'est 2 mètres d'équivalent niveau des mers. C'est tellement important que les Anglais et Américains ont lancé un projet pour étudier ce glacier-là. Et tous ces aspects, tous les processus autour qui peuvent jouer sur ce recul de la ligne d'échouage. C'est-à-dire qu'il y a la façon dont ça glisse ici, il y a bien sûr l'effet de l'océan, comment les eaux océaniques arrivent là-dedans et repartent, comment ça casse ici, le vent qui descend parce qu'il y a du vent qui descend la pente et qui va modifier ce qui se passe là. Donc en fait, il y a tout un tas de processus et ils ont, pour plusieurs années, ils ont un énorme projet. Je crois qu'il y a 8 projets à l'intérieur, sous-projets à l'intérieur. Et ça montre à quel point c'est vraiment quelque chose qui est pris très au sérieux par la communauté. Alors, là, c'est ce qu'on a observé jusqu'à présent. Mais quel futur? Pour parler de futur, il faut d'abord parler de scénarios de forçage radiatif parce que pour le futur, on est forcément lié à des modèles. Alors on peut faire des modèles très simplistes en disant ça a varié comme ça dans le passé, ça va varier comme ça dans le futur, mais c'est pas très sûr. On a des modèles beaucoup plus physiques de l'atmosphère, de l'océan, et donc un des exercices du GIEC, c'est d'avoir tous les 5 ans un exercice où on voit l'état de l'art de tous les modèles, on compare tous les modèles, tout ça. Mais ces modèles, il faut leur donner à manger en termes de quantité de gaz à effet de serre. Donc il y a d'autres modèles, des modèles économiques, pour des scénarios économiques pour dire comment les gaz à effet de serre vont évoluer. Donc là, pour le futur, il y en a 2 qu'on peut regarder plus précisément. C'est le RCP. Alors, RCP, c'est les changements de... C'est en watts par mètre carré. C'est le changement de watts par mètre carré lié au gaz à effet de serre. 8,5, c'est 8,5 watts par mètre carré. 2,6, c'est 2,6 watts par mètre carré. 8,5, c'est business as usual, c'est-à-dire on ne change rien à notre style de vie. Et 2,6, c'est... alors normalement, c'était le pic d'émissions en 2010-2020. Alors ça, je pense que ça ne sera pas le cas. Je pense que dans le futur, il est remplacé dans la nouvelle version du GIEC, il est remplacé par un autre scénario. Mais le problème de simuler des calottes glaciaires, c'est qu'il faut qu'on attende que les gens du climat aient fini de faire tourner leur modèle. Donc on est toujours un GIEC de retard. Donc là, je vais vous parler des RCP 8,5 et 2,6. Ça, c'est les changements de température moyenne pour ces 2 scénarios pour l'an 2100. Et vous voyez qu'on est déjà à 4 degrés dans le 8,5 et encore, on ne tient pas compte des incertitudes. Et les futurs résultats ont l'air d'être un peu plus violents.
un peu plus. Et puis on donne ça à manger au modèle d'évolution de calotte glaciaire. Alors si on fait sur le Groenland, ça a été fait donc, par Johannes Furst. Pour 2100, on n'obtient pas des chiffres très très grands. Hein. Même dans le pire des cas, c'est 10 cm. Il y a certains modèles qui montent à 15. C'est un exercice qui a été fait par pas mal de chercheurs, de groupes. Et c'est une contribution limitée. Ce qu'on voit par contre, c'est que alors, si on va jusqu'à 2300, ça commence à être un peu plus fort. Et puis, il n'y a pas eu de RCP 8.5 qui tournait jusqu'à 2300. Donc, c'est déjà plus fort. Une observation qu'on a, c'est que l'influence de la dynamique des glaciers décroît au cours du temps, dans le futur, parce que pour l'instant, ils donnent sur l'océan, mais s'ils reculent trop, ils ne vont plus donner sur l'océan. Et du coup, ils ne vont plus être sensibles à ce mécanisme-là. Mais ce qui fait souci, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'instabilité des petites calottes et qui peut toucher le Groenland. Alors, c'est dû à la rétroaction entre l'altitude et la température. On sait bien que plus on est en altitude et plus il fait chaud. Donc, s'il y a un peu de fonte, surtout une fonte comme ça qui va jusqu'au centre, il y a un peu de fonte, l'eau s'en va, le glacier, le Groenland décroît en altitude. S'il décroît en altitude, il fait encore plus chaud. Donc il y a encore plus de fonte, donc il descend encore plus. Et cette instabilité, en fait, pourrait se mettre en route dès 2 degrés de plus que l'actuel local. Local, ça veut dire que ça, on y est déjà. Parce que quand on parle du réchauffement climatique, on donne les valeurs moyennes sur le globe. Il se trouve qu'il y a une amplification arctique qui fait que les variations sont plus grandes dans l'Arctique. Quasiment 2 fois plus grandes en hiver et 1,5 fois plus grandes en été. Donc c'est vraiment plus criant dans l'Arctique. Donc 2 degrés, on pourrait déjà, vous voyez, ces simulations-là, elles sont parties et le Groenland est tombé dans l'instabilité. Mais par contre, ça met du temps, parce que là, il est arrivé à 40% au bout de 10 000 ans. Par contre, si c'est 8 degrés, il faut juste 2000 ans pour fondre le Groenland, si on réchauffe les environs du Groenland de 8 degrés. Donc avec l'amplification arctique, un scénario à plus 4, c'est effectivement, ça fait partie des risques. Donc ça, c'est une des choses à se souvenir. On a tendance à parler de l'héritage qu'on va laisser. C'est-à-dire que ce n'est pas directement sensible, mais l'héritage risque d'être, pour les générations et le reste de la civilisation, enfin la suite de la civilisation, avec une montée du niveau des mers à cause de ça. Et pour l'Antarctique, non, alors c'est toujours la même carte, sauf qu'elle est à plat. Donc pour l'Antarctique, la pente rétrograde, elle est ici, elle est un petit peu ici, mais il faut qu'elle passe un seuil. Elle est ici, mais il faut qu'elle passe un seuil aussi. Et là, là, il y en a un qui n'a pas de seuil, il y en a un qui a un petit seuil. Donc en fait, c'est un peu un... on ne sait jamais quand ça va passer le seuil. Même Thwaites, à vrai dire. Thwaites, s'il y a un petit seuil ici, on se dit là, ça va reculer, puis peut-être, s'il s'arrête sur le seuil, ça va aller. S'il passe le seuil, par contre, on sait que ça sera fini. Mais, alors, je vous ai parlé du mid-Pliocène. Au mid-Pliocène, on pense que cette partie-là de l'Antarctique était partie. Sauf que un groupe de modélisateurs n'arrivait pas à faire en sorte que son modèle fasse ça avec le climat du mid-Pliocène. Donc ils ont, et en particulier à cause du seuil, à cause du fait que là, ce n'est pas rétrograde, donc ils ont introduit un nouveau processus. Un nouveau processus qui s'appelle le Marine Ice Cliff Instability, MICHI. Ce processus, c'est simplement que ça commence par une Marine Ice Sheet Instability, donc ça recule, et puis ça fait une falaise. Et une falaise, bon c'est bien, il y a la Chartreuse, là de temps en temps il y en a un bout qui tombe. Une falaise, ça ne tient jamais pour toujours. Donc, s'il y a les conditions pour la faire tomber, c'est-à-dire il faut qu'elle soit suffisamment haute, la glace c'est quand même plus facile à casser que le caillou,
Il faut qu'elle soit suffisamment haute. Ça aide beaucoup si dans les crevasses ici, il y a de l'eau qui s'infiltre et qui fait agrandir les crevasses par son poids. Et ce processus-là fait encore plus reculer la ligne d'échouage. Et lui, il n'a pas besoin d'avoir une pente rétrograde. Donc c'est un processus. Alors, pour l'instant, il n'est pas observé, mais il n'y a pas non plus les conditions pour l'observer là. Ils disent qu'il y a peut-être des observations au Groenland, mais ça se discute. La question, c'est est-ce que ça fait vraiment une différence dans ce qu'on projette pour le futur? Alors ici, c'est la comparaison de plein de groupes qui ont fait des simulations pour le futur. Alors je suis désolée, j'ai oublié de le marquer. Ça, c'est 2100 et ça, c'est 2300. Vous voyez, les contributions sont classées par ordre croissant enfin, les modèles sont par ordre croissant. Alors on se dit, OK, il y en a 6 qui ne font pas beaucoup, puis 3 qui font beaucoup. Alors en fait, les 3, c'est toujours le même. C'est toujours le même avec le Ice Cliff Instability, la chute de falaise. Celui-là, c'est l'article original. Là, ils ont fait un nouveau traitement statistique. Et ça, c'est un autre auteur qui a fait le traitement statistique. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ce traitement statistique, cet autre auteur a réussi à le faire, à la fois quand il y avait Michi et quand il n'y avait pas Michi. Et là, on voit l'impact que ça a. C'est les seuls auteurs qui ont introduit ce mécanisme. Alors, à la fois, on se dit, OK, une falaise, ça peut tomber. Le taux auquel la falaise tombe, c'est sûrement ça qu'on pourrait discuter, mais c'est encore une question assez ouverte et très, très discutée dans la communauté. Sur 2300 ans, donc celui-là, c'est à 2003, ça commence à faire des chiffres carrément énormes. Parce que là, par exemple, c'est 9 mètres. 9 mètres, ça veut dire que, rien que pour l'Antarctique, ça veut dire qu'une bonne partie de l'Antarctique de l'Est est partie aussi. Ceci dit, rien que ça fait 2 mètres. Et 2 mètres de niveau des mers en 2003, c'est un vrai problème de gestion des côtes, des villes et tout ça. L'évolution au cours du temps, là aussi, on voit à quel point ce mécanisme fait diverger les projections. Donc quand vous entendez le niveau des mers va monter de 2 mètres à la fin du siècle, en fait c'est eux. Mais on a encore un peu du mal à évaluer à quel point c'est réaliste ou pas. Ici, je vous ai mis une synthèse des projections. Alors, le GIEC, contrairement aux autres fois, il y avait un rapport tous les 6 ans, 5-6 ans, là, il y a eu des rapports intermédiaires. Il y a eu un rapport sur à quelles conditions on pourrait rester à 1,5 degré de réchauffement. Et puis là, il vient de sortir, le 25 septembre, un rapport sur océan cryosphère. Il s'appelle SROC. Et c'est le rapport, c'est pour court-circuiter le fait qu'on était toujours un GIEC de retard. Là, on n'est qu'un demi-GIEC de retard. Ça, c'est l'absorption de la chaleur par l'océan. Et traduit en variation du niveau des mers pour 2100, 30 cm. Ça, c'est le Groenland, 15 cm. Ça correspond à ce qu'on estimait aux simulations que je vous ai montrées. Ça, c'est l'Antarctique, 12 cm. Mais par contre, vous voyez que l'incertitude est très grande pour l'Antarctique. Ça correspond aussi au fait qu'on est moins d'accord. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas, puisqu'il y a une énorme épaisseur de glace, on ne sait pas comment la glace frotte sur le fond, pas très bien. Et ça, c'est les glaciers, 20 cm. Et là, c'est le tout. En 2100, alors ça, c'était pour le RCP 8.5, le business as usual. Si on limite énormément, et même on absorbe du CO2, ça fait des chiffres beaucoup plus faibles. Et ici, on voit vraiment que les deux choses divergent. Donc, il est encore temps de faire quelque chose pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Ça, c'est quand même presque 4 mètres de niveau des mers en 2003, tout compris. Antarctique, Groenland. Alors, c'est en blanc,
parce que il y a une grosse incertitude. Mais quand même, on a le sentiment que la divergence, elle est en train de se faire maintenant. Et c'est quand même un point important à réfléchir. Le niveau de la mer, en fait, n'est pas homogène. Alors, on comprend bien que les courants marins peuvent changer le niveau de la mer. Quand il y a un ouragan, c'est une très basse pression, donc du coup, le niveau de la mer monte. Et on a vu là, c'est aux Bahamas, où le niveau de la mer était plusieurs mètres au-dessus de sa valeur habituelle. Mais il y a un autre mécanisme qui est que la calotte glaciaire, en fondant, change le champ de gravité de la Terre. C'est-à-dire que ici, vous avez une calotte qui décroît, le niveau de la mer moyen qui monte, et nous, quand on calcule des niveaux de la mer, nous, on dit juste la masse. On devrait parler en gigatonnes, mais ça parle à personne. Mais en fait, c'est la masse. Nous, on peut juste donner la masse. Mais par contre, le champ de gravité change parce que quand il y a la calotte, elle attire par gravité, elle attire le niveau de la mer. Et quand elle s'en va, le niveau de la mer repart. Par contre, ce qu'on voit, donc ici, on ne voit pas le changement du niveau de la mer. Au niveau de la calotte, on ne le voit pas. Par contre, au tropique ou à l'autre bout de la Terre, on le voit carrément. Tout ça, c'est de mieux en mieux pris en compte. Et on peut évaluer des conséquences pour les côtes. Alors, c'est une figure un peu qui vient du S-Rock et qui est un peu chargée. Ces cartes-là, c'est les endroits où la submersion côtière centennale va devenir annuelle. Et la couleur des points, c'est quand elle va devenir annuelle. C'est-à-dire quand c'est noir, ça veut dire que c'est déjà arrivé. Et quand c'est blanc, c'est que ça ne sera pas arrivé en 2100. Mais ce qu'on voit, c'est que si on prend le scénario fort, on voit que dès 2050, la submersion centennale arrivera tous les ans sur la côte ouest des États-Unis. Et puis, je ne vous dis même pas ce qui se passe dans les petites îles là. Et c'est un impact sur les régions côtières qui est peut-être plus facile à comprendre, parce que quand on dit 80 cm, vous dites ça à Granville, ils ont 12 mètres d'amplitude de marée, c'est pas grave. Mais si on leur dit, mais ça veut dire que tous les ans, ça va passer les remparts, ça a une autre signification. Et là aussi, la différence entre les deux, on passe de 40 à 80 cm, hein, mais ça fait quand même une sacrée différence. Les points verts foncés, c'est à chaque fois que la différence est inférieure à 10 ans, on gagne 10 ans. Les points bleus, c'est quand la différence est plus grande que 10 ans. Donc en fait, il y a quand même des régions préservées ou qui ont plus le temps de changer les villes de place ou des choses comme ça. Donc, les choses qu'on aimerait faire passer, c'est le niveau de la mer monte actuellement de 3,6 mm par an. Et les calottes contribuent pour 1,2, mais ça va prendre de plus en plus de l'importance. Les projections pour la fin du siècle, c'est 43 cm si on fait très très attention à notre style de vie, et 84 cm si on fait comme d'habitude, si on continue comme d'habitude. Mais on ne peut pas exclure des choses supérieures à 1 mètre. Et le Groenland et l'Antarctique, pour des raisons différentes, sont tous les deux proches d'un point de bascule. 2 degrés, c'est à peu près le point de bascule de ces deux calottes, sur des grandes échelles de temps. Mais ça veut dire que pour la suite de l'homme, c'est quand même important. Voilà. Merci.